Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo-là, on va faire la partie du théorème de Gauss concernant le modèle de l'électrostatique. Donc, on commence tout d'abord par l'énoncé du théorème de Gauss. Alors, si nous allons bien en considérant un ensemble de charges ponctuelles en A, est une surface bien sûr fermée, c'est une surface fermée S. Alors, les charges Q extérieures, c'est-à-dire les charges extérieur existe à l'extérieur de cette surface-là fermée. Ce qu'on appelle soit la surface fermée ou bien la surface de Gauss. Donc les charges Q extérieures situées à l'extérieur de cette surface fermée créent un champ électrostatique dont le flux à travers S est nul. Donc, voilà. Donc créer un champ électrostatique dont le flux à travers cette surface est nul. Par exemple, si on considère un système et on vous demande un système constitué par des charges. Il y a des charges qui existent à l'extérieur de ce système-là. Alors, si on veut déterminer le flux de ce champ électrostatique, donc le flux, bien sûr, créé par ces charges qui existent à l'extérieur de cette surface fermée ou bien la surface de Gauss, est toujours nul. Par contre, les charges Q intérieures, c'est-à-dire les charges qui existent à l'intérieur de cette surface fermée ou bien la surface de Gauss, créent un champ électrostatique dont le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Bien sûr, epsilon 0, c'est la constante diélectrique ou bien la permittivité diélectrique dans le vide et Q intérieur, voilà la chose la plus importante dans le théorème de Gauss. C'est comment calculer Q intérieur. Ce Q intérieur représente la somme des charges qui existent à l'intérieur de cette surface de Gauss, bien de cette surface de fermée. Donc, pour bien comprendre, on va faire quelques applications et on va corriger une partie d'un examen. Donc, tout d'abord, voilà, d'une manière générale, on peut écrire que le flux est égal à double intégrale S fermé. Attention, toujours, il faut considérer une surface fermée de E ds est égal à le double intégrale à travers cette surface-là, E ds, qui est égal à la somme des Q intérieurs sur epsilon 0. Alors, maintenant, on va faire quelques applications. Alors, si on considère que nous avons un fil, voilà, un fil chargé, par exemple, un fil chargé, lorsqu'on part sur un fil, c'est-à-dire nous avons une distribution linéique. Hein. Bien sûr, on va supposer que ce fil est chargé positivement par lambda positif. Alors, voilà la surface. Alors, bien sûr, donc, pour appliquer le théorème de Gauss sur ce système-là, il faut considérer normalement une surface convenable à ce système-là. Alors le fil, normalement, c'est un cylindre dont le rayon à peu près tend vers zéro. Et bien sûr, pour appliquer le théorème de Gauss, on va utiliser les systèmes de coordonnées cylindriques. Donc voilà, donc notre surface fermée, eh bien notre surface de Gauss, normalement, c'est un cylindre de rayon petit r et de longueur L. Alors, donc pour appliquer ou bien comment résoudre un problème où la question demandée est d'utiliser le théorème de Gauss, donc dans un premier temps, on va utiliser ce que l'on appelle les propriétés de la symétrie. Alors, si nous avons un cylindre, voilà par exemple ici OZ, ER c'est un vecteur tangent et Eθ c'est un vecteur, voilà, donc ER c'est un vecteur normalement sortant, EZ c'est un vecteur, voilà, EZ, et Eθ c'est un vecteur tangent. Alors, nous avons les deux plans MER Eθ et MER OZ sont deux plans de symétrie pour la distribution de charge. Toujours attention, toujours il faut rajouter ici le point M. C'est obligé. Donc, MER Eθ. Voilà, c'est quoi ce plan-là? C'est le point M. Et voilà, c'est le vecteur normalement sortant et Eθ, le vecteur tangent. Alors, normalement, ce plan-là coupe ce système en deux parties identiques. Pourquoi? Parce que nous avons considéré que ce fil-là est chargé positivement. Voilà donc le premier plan. Deuxième plan, c'est quoi? C'est MER EZ. Voilà EZ est le point M et ER, le vecteur sortant. Alors ce plan aussi coupe le système en deux parties identiques. Et par conséquent, donc le champ électrostatique sera porté par le vecteur ER parce que le vecteur ER, oui, normalement, l'intersection de ces deux plans, c'est le vecteur unitaire ER. Et par conséquent, donc EM est égal à EM selon ER. La deuxième étape, il faut utiliser ce qu'on appelle les invariances.
Alors, nous avons la distribution de charge est invariante selon la translation le long de l'axe Z. Par exemple, voilà l'axe Z et nous avons supposé que ce fil-là est chargé uniformément. Alors, selon toute, bien sûr, nous avons considéré que ce fil est infini. Alors, toute translation le long de l'axe Z laisse le système invariant. Par conséquent, donc, dans ce cas-là, on dit que le champ électrostatique ne dépend pas de Z. Par conséquent, EM est égal à ER θ Z, c'est la variable, les paramètres qui décrivent le système cylindrique. Alors, nous avons dit que le champ ne dépend pas de Z et par conséquent, nous dépend ER θ. D'autres manières, bien d'autres choses, sur toute rotation de l'angle θ, laisse le système invariant. Pourquoi? Parce que nous avons toujours supposé que ce fil chargé uniformément. Et bien sûr, par une densité linéaire positive. Donc, EM qui est égal, nous avons trouvé ici ER θ, ne dépend pas de θ, ne dépend que de ER. Et par conséquent, donc le champ électrostatique EM est égal à ER selon ER. Alors voilà, donc comment on fait pour résoudre ce problème-là? Donc on va utiliser maintenant le théorème de Gauss. Alors le flux est égal à l'intégrale de ETS qui est égal à la somme des Q intérieures sur epsilon 0. Je répète, Q intérieur représente la somme des charges qui existent à l'intérieur de la surface de fermée. Alors puisque nous avons ici considéré un cylindre, et bien sûr, comme vous le savez, un cylindre est constitué de manière générale par trois sphères, ou bien par trois surfaces. Il y a la surface latérale, voilà la surface latérale. Il y a la surface de base, par exemple, extérieure, et il y a la surface de base inférieure. Donc, le flux de ETS est égal au flux à travers, bien sûr, ici, nous avons la surface fermée S. Donc, cette surface, normalement, sera décomposée en trois surfaces, S1, S2, S latéral. Alors, est égal ETS à travers S1, ETS à travers S2, ETS à travers S latéral. Or, nous avons démontré que EM est égal ER, ER. Alors, DS1, voilà, par exemple, DS1, toujours DS, c'est un vecteur unitaire sortant de la surface, et bien sûr, alors, voilà, donc DS, voilà, si on se pose, voilà, OZ vers le haut, alors DS1, voilà cette surface, DS1 vers le bas, conséquent, DS1 est égal à DS1 sur le moins OZ, DS2, voilà, DS2 vers le haut, c'est DS2 selon OZ, et bien sûr, nous avons DS latéral, bien sûr, c'est DS latéral selon ER, parce que ER, c'est un vecteur sortant. Alors, donc, on va calculer cette quantité-là. ETS à travers S1 est égal à ER, ER. Bien sûr, on va remplacer l'expression de E que nous avons trouvée tout à l'heure ici. Donc, voilà, ER, ER. Et DS, et DS1, voilà. DS1, c'est DS1 moins EZ. Cette quantité-là, ça nous donne 0. Pourquoi? Parce que nous avons ER scalaire moins EZ. C'est 0. D'autres choses. Alors, nous avons ETS à travers S2. Donc, on va remplacer toujours E par ER, ER, et DS, DS à travers S2, c'est DS plus EZ. Cette quantité aussi est égale à 0. Pourquoi? Parce que nous avons ER scalaire EZ, ça nous donne 0. Finalement, alors ETS à travers la surface latérale, ER, ER, voilà, scalaire DS latéral ER. Alors, cette quantité-là est égale à ER, DS latéral. Pourquoi? Parce que ER scalaire ER, ça nous donne 1. Alors, le théorème de Gauss, normalement, est valable si on considère que nous avons le champ, et bien sûr, si on considère que nous avons une surface fermée. Or, la surface fermée est normalement caractérisée par un rayon constant. Puisque le champ ne dépend que de R, puisque R constant, donc je pose, donc normalement ER prend une valeur constante ici. Par conséquent, donc on pose sur terre ER de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il nous reste? ER de l'intégrale de ds latéral. Alors ER, et bien sûr, double intégrale, c'est sur ds latéral, ça nous donne as latéral. Et as latéral par normalement ce fil-là, ça nous donne 2PRL, 2PRL, qui est égal à la somme du Q intérieur sur epsilon 0. Donc nous avons démontré, ou bien nous avons trouvé cette expression-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer Q intérieur. Alors Q intérieur, bien sûr, la somme des charges qui existent à l'intérieur de cette surface de fermée, surface de Gauss, ce n'est rien d'autre que lambda L. C'est lambda L. Et bien sûr, on va remplacer ER de PRL
est égal LL sur epsilon 0. Finalement, on trouve que ER est égal lambda sur 2PR epsilon 0. Bien sûr, on va simplifier ici. Et voilà le résultat final. Donc, le champ électrostatique généré ou bien créé par un fil infini de charge positive. Bien sûr, de même, si on considère un fil chargé négativement, voilà le résultat qu'on va trouver. Alors, une deuxième application. Alors, voilà, on considère que nous avons une surface. Voilà une surface chargée, par exemple, positivement. Et bien sûr, on veut déterminer le champ électrostatique total généré normalement par cette surface générée. Donc, tout d'abord, il faut toujours chercher la surface de cause convenable. Alors, bien sûr, ici, c'est mieux d'utiliser un système cylindrique pour résoudre ce problème. Alors, le théorème de Gauss, toujours, nous avons le flux est égal double intégrale EM ds est égal à intérieur sur epsilon 0. Attention, ici, toujours, il faut intégrer par rapport à la surface de Fermi ou bien la surface de Gauss. Alors, ici, puisque nous avons utilisé un système cylindrique, donc on va décomposer cette intégrale-là en trois parties. Donc, EMDS, ça nous donne EMDS1 plus EMDSL plus EMDS2 à travers la surface ici S2, ici à travers la surface latérale et ici à travers la surface S1. Alors, voilà le champ électrostatique. Donc, généré par exemple ici par le champ électrostatique ici généré par exemple EZ. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va calculer cette quantité-là, EMDS1. Alors, nous avons EM est égal ER, ER. Tout d'abord, le champ électrostatique ne dépend que de R dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que nous avons supposé que normalement ce plan est infini, à charger uniformément et infini. Donc, c'est la même chose que nous avons fait tout à l'heure. Alors, EM est égal ER, EZ, DS. DS, par exemple, voilà DS. Voilà DS. DS, ça, c'est DS EZ. C'est DS1 EZ est égal double. Puisque EZ, EZ, ça nous donne 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Double intégrale de S1 ER DS1. Puisque ER, toujours, prend une valeur constante. Donc, on va, puisque le rayon normalement, de cette surface-là, de cette surface-là est constant, puisque nous avons une surface normalement fermée. Donc, R prend une valeur constante. Donc, toujours, je peux sortir ER de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il nous reste? ER, S1. D'autre part, S2. Voilà. Par exemple, ça, normalement, le flux créé ici. Donc, nous avons EM ds2 est égal ER, mais attention, voilà OZ ici moins OZ. Voilà ER moins OZ, voilà ds2, voilà ds2 ici moins OZ. Voilà ds2 moins EZ, ce qui nous donne ER ds2. Pourquoi? Parce que nous avons ici moins EZ, ici moins OZ. Donc ds2, de même, je peux sortir ER de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il nous reste? ER S2. Finalement, et ER S2, puisque voilà cette surface-là S2 est égale à S1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? E1, ER S1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? La surface latérale. Alors, EMTS latérale, donc nous avons dit que ER, c'est selon OZ d'après la présentation. Bien sûr, la surface latérale, c'est selon OR. Cette quantité-là est égale directement à 0. Parce que EZ scalaire ER, ça nous donne 0. Et maintenant, on va remplacer ici. Donc, le flux est égal à ERS1 plus ERS1 qui est égal à la somme du quai intérieur sur epsilon 0. Et la somme du quai intérieur, normalement, qui existe ici, c'est puisque nous avons ici, c'est un plan, hein, c'est un plan chargé uniformément. Par conséquent, donc la charge totale, c'est sigma fois S, S1 ou bien S2 ou bien ces surfaces sont égales. Donc, sigma S1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier ici par S1. Finalement, ER est égal à sigma sur 2 epsilon 0, d'où OR est égal à sigma sur 2 epsilon 0 OZ. Donc, voilà l'expression du champ électrostatique est créée par une surface, normalement plane supposée infinie. Hein, supposée infinie. C'est pour cela nous avons dit ici que EM est égal à ER. Hein. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que nous avons effectué tout à l'heure. Le système est invariant
sur toute route, sur normalement toute translation le long de l'axe Z et toute rotation autour de l'axe, autour de θ. Voilà la manière de comment résoudre ce genre de problème. Maintenant, on va faire un exercice normalement d'un examen. Alors, on considère une sphère de rayon R uniformément chargée en volume avec une densité de charge volumique. Ici, nous avons trois questions, trois points. Bien sûr, c'est un point par chaque question. Alors, analyser les symétries de la distribution de charge, on déduire la direction du champ électrostatique créé par cette distribution de charge, ainsi que les variables dont dépend sa norme. Deuxièmement, calculer l'expression du champ électrostatique en tout point de l'espace, à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère. Et finalement, on déduire l'expression du potentiel en tout point de l'espace. On suppose que le potentiel est nul à l'infini. Alors voilà donc notre système, voilà une sphère chargée uniformément. Alors premièrement, on va étudier la symétrie et les invariances. Alors la symétrie, puisque nous avons une sphère, donc c'est mieux d'utiliser le système de coordonnées sphériques. Donc les deux plans MER au θ et MER au phi, normalement sont deux plans de symétrie pour la distribution de charge. Par conséquent, donc EM est égal à EM selon ER partant parce que normalement ER ici c'est l'intersection entre ces deux plans. D'autre part, les invariances, alors EM est égal à ER, θ et phi. Alors ce système-là est invariant par toute rotation de θ ou bien ou de phi. Pourquoi? Parce que nous avons toujours supposé que cette sphère est chargée uniformément. Alors EM est égal à ER selon ER. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. Calculer l'expression du champ électrostatique en deux points, à l'intérieur et à l'extérieur de la sphère. Alors ER, donc tout d'abord, on va calculer le champ à l'intérieur de la sphère. Et lorsqu'on part sur l'intérieur, c'est-à-dire, voilà la sphère de rayon grand R, notre sphère en question. Et ici, on va déterminer le champ généré par M. M existe à l'intérieur de la sphère. Voilà ici M, par exemple. Bien sûr, ici, M, c'est la distance O grand M représente R. Alors, le théorème de Gauss, c'est toujours le flux est égal double l'intégrale à travers une surface fermée ou bien surface de Gauss MTS, MTS, comme OM est égal ER, ER et TS est égal TS, ER, donc EM, TS est égal double l'intégrale de ER, ER, TS, ER. Alors, cette quantité-là, ça ER, ER, ça nous donne 1. Et qu'est-ce qu'il nous reste? ER, DS. Donc, ER, DS, comme nous avons dit tout à l'heure, toujours le champ est normalement et prend une valeur constante. Par conséquent, je peux le sortir de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il nous reste? ER, S. Alors, bien sûr, la surface d'une sphère, c'est 4πr au carré. Donc, ERS est égal à ER 4πr au carré est égal à la somme du Q intérieur sur epsilon 0. Donc, une remarque très importante, toujours ici, il faut noter R, petit r, mais pas grand R, parce que ici, c'est la surface de Fermi. On fait l'intégrale, bien la primitive, à travers la surface de Fermi, bien la surface de Gauss. Alors, comment on fait pour calculer Q intérieur? Donc, dQ est égal au dr, dV, et bien sûr, Q intérieur est égal triple intégral de ρ dV. Donc, ρ, c'est une valeur constante. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? dV et dV pour le système de coordonnées sphériques, ce n'est rien d'autre que sin θ dV r au carré dr. Donc, sin θ dθ varie entre 0 et pi, d de phi varie entre 0 et 2 pi, r au carré dr varie entre 0 et, attention ici, c'est varie entre 0 et petit r. Pourquoi? Parce qu'on intègre à travers la surface fermée, petit r. Donc, finalement, Q intérieur est égal à 4 tiers PR3. Alors, on va remplacer ici. Nous avons ER 4PR au carré est égal à 4 tiers PR3 sur epsilon 0. Il ne faut pas oublier epsilon 0. Et finalement, ER est égal à R sur 3 epsilon 0. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans ce cas-là, un point existe à l'extérieur de la sphère, c'est-à-dire petit r est supérieur à R. C'est-à-dire nous sommes à l'extérieur de la sphère. Ici, donc pour bien résoudre ce problème-là, il faut normalement schématiser, bien représenter la surface de fermée. Donc voilà, petit r. Donc O, M, grand M, c'est la distance petit r. Alors le théorème de Gauss, donc EMTS, bien sûr, nous avons démontré sur cette quantité-là, ce n'est rien d'autre que ERS, 4PR au carré ER,
est égale à la somme de Q intérieur sur epsilon 0. Donc, le problème, il faut déterminer la somme de Q intérieur. Donc, dQ est égal à dV. D'autre part, Q intérieur, ou bien ici, on va ρ, bien sûr, on va intégrer, mais attention, les bornes. Donc, toujours sin θ, θ varie entre 0 et pi, dV varie entre 0,2 pi, et consacrer le rayon. Attention, ici, il ne faut pas imaginer qu'on va intégrer entre 0 et petit r. Pourquoi? Normalement, on va intégrer entre 0 et petit r. Mais, attention, alors nous n'avons pas de charge à l'extérieur ici. Donc, nous avons dit que cette sphère est chargée uniformément, c'est-à-dire les charges, ça existe juste au niveau au niveau de cette sphère-là. Donc, par conséquent, donc, nous n'avons pas de charges à l'extérieur. Et par conséquent, dans ce cas-là, il faut intégrer entre 0 et grand R. R au carré de R, cette quantité-là, 0,4 tiers P R3, ici. Et bien sûr, on va remplacer ici. Nous avons 4 pi R au carré ER est égal à la somme de Q intérieur, c'est ρ 4 tiers P R3 sur epsilon 0. Finalement, ER est égal à R3 sur 3 epsilon 0 R au carré. Voilà, maintenant nous allons résoudre la deuxième question. Et bien sûr, si on veut représenter le comportement ou bien l'évolution de champ électrostatique en fonction de R, donc voilà. Alors, par exemple, ici nous avons 0, ici R, ici on va prendre le cas où petit r est égal à grand R. Alors, lorsque petit r est égal à grand R, c'est ici 0 R sur 3 epsilon 0, et bien sûr, il faut trouver normalement le même résultat ici. Si petit r tend vers R, 0 R sur 3 epsilon 0, c'est très bien. Alors, pour petit r inférieur à grand R, alors nous avons une fonction normalement linéaire, n'est pas une fonction affine, fonction linéaire. Lorsque R est égal à 0, nous avons 0. Et lorsque R est égal à grand R est égal à cette quantité-là, voilà le comportement du champ électrostatique lorsque petit r est inférieur à grand R. Alors ici, si nous avons ER, nous avons trouvé ce résultat-là. Alors, tant que R augmente, donc ER diminue. Et voilà donc le comportement du champ électrostatique dans cette région-là. Et pour calculer le potentiel, il faut utiliser E est égal à moins gradient de V. Donc, bien sûr, le grade, c'est moins T sur TR. Bien sûr, il faut intégrer. Bien sûr, nous avons un calcul très simple dans ce cas-là. Et à très bientôt.